Bonsoir et bienvenue à notre magazine Actu 60, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez tous bien chez vous. Bienvenue à ce rendez-vous sacré. Il est souvent dans les habitudes des Congolais. Les Congolais, il est certes que les Congolais n'ont pas l'habitude de lire, mais vous devez bien le savoir que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous une intelligence de notre pays en la personne de M. Michel Mouvoudi. Il est docteur en médecine de Lubumbashi, de l'université de Lubumbashi, et en santé de développement à l'université libre de la Belgique. Écrivain en même temps, auteur du livre Ma vie. Avec mon invité, nous allons essayer un peu de parler par rapport à la motivation. Qu'est-ce qu'il pense lorsqu'il dit que l'homme est le capital humain. C'est avec lui que nous allons un peu discuter par rapport à ce livre. Déjà, je vous le présente. Voici le livre Ma vie. Il y a de bonnes choses dedans. J'ai pris le temps de le lire et nous allons discuter tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir. Docteur Michel, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, ça va. Et vous-même? Dieu fait grâce. Vous êtes médecin. Je me pose la question du médecin à l'écrivain. Qu'est-ce qui se passe? Tout peut s'écrire. Hein? On peut tout écrire. On peut écrire la médecine, on peut écrire la géographie, on peut écrire l'histoire, on peut écrire la mécanique. Et donc, pour moi, de la médecine à l'écriture, il n'y a pas un grand pas. Parce que la médecine même, nous l'apprenons à travers le livre. Donc, écrire autre chose que la médecine, ça serait intéressant justement d'en discuter. C'est tout simplement la passion de voir, de constater ce qui se passe autour de soi, mais surtout le souci de laisser quelque chose. Vous l'avez très bien dit, scripta manet orba olet, ça veut dire les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Donc, quand on est motivé par le souci de transmettre, de laisser quelque chose, de laisser des connaissances, des intelligences qui vont passer d'une génération à l'autre, on s'exerce à écrire. Et voilà un peu ce qui nous pousse, nous, à écrire au-delà, n'est-ce pas, de notre profession. Vous êtes l'auteur du livre Ma vie. Ça, c'est le quantième livre? Alors, c'est le 8e livre et le 4e publié, parce qu'il y a d'autres qui sont encore dans les éditions. Mais en termes de publication, Ma vie, ma première entreprise et mon capital, et mon 4e livre publié, donc porté sur fonds baptismaux. Lorsque vous dites que ma première entreprise est mon capital, donc l'homme est d'abord l'investisseur de lui-même, vous insinuez quoi? Alors, deux dimensions très importantes. Lorsque nous parlons d'une personne, j'ai toujours dit, la première entreprise que vous gérez, c'est votre vie. Okay? Parce qu'en fait, la vie elle-même, c'est une vraie entreprise. Quand vous regardez la manière dont il faut conduire sa vision, la manière dont il faut gérer ses ressources, en fait, votre vie est votre première entreprise. D'accord? Ça, c'est très important. Et vous êtes le premier gestionnaire parce que dès la création du monde, lorsque Dieu vous crée en tant qu'humain, la première chose qu'il vous donne, c'est votre vie. Okay? Et le reste vient après. Et vous verrez que tout au long de la manière dont l'homme a évolué, déjà vous prenez l'homme de par la création, depuis l'Homo erectus jusqu'à l'Homo sapiens, vous allez vous rendre compte qu'en fait que l'homme, quand il est arrivé sur la Terre par exemple, il s'est servi de lui pour pouvoir détecter, n'est-ce pas, les éléments de la nature à modifier ou découvrir des solutions liées à son existence. Je vous donne l'exemple, madame. C'est notamment, par exemple, le fait que l'homme est arrivé, il a utilisé la pierre qu'il a taillée et qu'il a utilisé, excusez-moi la tautologie, comme arme de chasse, qu'il a utilisé comme pièce pour dépiécer excusez-moi la tautologie encore une fois, les animaux, vous comprenez. Et après, la pierre polie, la pierre taillée va passer en pierre polie, l'homme découvre le feu à travers les pierres, les silex, ainsi de suite. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'homme entreprend sa vie. Et c'est très important de voir sa vie comme une entreprise, de la gérer comme telle. Et je ne dis pas que tout le monde gère sa vie comme une entreprise, c'est pourquoi j'écris le livre. C'est de montrer à toute personne que si tu veux aller loin, tu as une entreprise à gérer, c'est ta vie. Et le reste ne vient qu'après. Ça, c'est vraiment la première dimension. La deuxième dimension, c'est la question du capital. En fait, l'homme est un capital, est un vrai capital, n'est-ce pas? Parce que quand Dieu l'a créé, il lui a donné tout ce qu'il faut, l'essence. Il lui a donné l'intelligence. En fait,
lorsqu'on parle de plus en plus du capital humain, depuis déjà la fondation du monde, quand vous passez notamment sur des siècles comme le 19e siècle avec des grands savants comme Victor Hugo, c'est qu'il y a des gens qui ont montré justement que l'homme, n'est-ce pas, est un capital le plus précieux. Je parle de Victor Duray, par exemple, qui en 1866 répétait ça à tout moment en France en disant « Mettons l'homme en valeur, c'est le capital le plus précieux ». Encore une fois de plus, c'est pour vous montrer que si vous prenez votre vie comme une entreprise, si vous gérez votre vie comme une entreprise et vous vous considérez comme un capital, mais vous avez compris les clés de la réussite sur la Terre. J'aimerais un peu savoir, j'espère que vous avez eu le temps de vous concentrer, d'étudier l'homme. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez remarqué que ça n'allait pas dans l'homme pour que vous écriviez ce livre intitulé Ma vie. Alors, il faut que je puisse vous dire que je ne suis pas parti d'une négation pour dire ce que l'homme ne va pas. D'abord, les hommes sont différents. Je l'ai dit dans mon livre, chaque personne est unique, donc il n'y a pas de généralité. Alors, il y a quand même des éléments qui m'ont poussé à rappeler cette dimension de se considérer comme un capital et de se gérer comme une entreprise, n'est-ce pas? D'abord, la première dimension, c'est déjà le fait que j'ai rappelé que l'homme tel qu'il a été créé, la manière dont il est arrivé sur la terre, il n'était que lui, avec lui-même, il s'est servi de lui pour transformer. Créons l'homme à notre image, nous le savons tous dans Genèse, vous verrez que Dieu, il a mis en l'homme le potentiel qu'il fallait pour trouver des solutions aux problèmes. Dieu savait que l'homme allait manger, et Dieu savait que l'homme allait faire la chasse, il lui a pas donné la machette, il lui a pas donné la flèche, il lui a pas donné là où l'homme est arrivé, il a inventé les outils pour pouvoir trouver des solutions à son existence. D'accord? Ça, c'est très important. Et ces dimensions doivent toujours rappeler à chaque personne qu'il ne faut compter sur personne. Qu'en fait, en réalité, vous devez compter sur vous. Vous avez tout ce qu'il faut. Et les musulmans, je vous enverrai lire le Coran quand vous lisez le Sourate 74. On revient, le prophète Mahomet aussi parle de cela, n'est-ce pas? Il parle du potentiel que l'homme reçoit de la création. Donc ne comptez sur personne en réalité, parce que ce que vous devez faire, ce que vous devez être, vous l'avez déjà en vous. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, j'ai essayé d'expliquer le fait que aujourd'hui le monde est en train de croître. Madame, vous le savez bien, le monde va vraiment en augmentant. Nous étions 7 milliards l'année passée. Cette année, on est à 8 milliards. Très rapidement, l'Afrique, nous allons passer à 2 milliards. Sur les 2 milliards, on aura, sur les 8 milliards de 2 milliards d'Africains, 1 milliard, ça sera des jeunes, n'est-ce pas? Vous verrez la ville de Kinshasa, un exemple typique. Regardez cette ville. Nous allons passer à 36 millions de personnes dans la ville de Kinshasa en 2050. La RDC, d'ici 2030, on est 120 millions. En fait, vous avez des indices probants, vous avez des signes forts qui montrent que la population est en train de croître, mais dans un contexte de compétitivité, n'est-ce pas? Cette compétitivité est liée au fait que nous sommes de plus en plus connectés. En d'autres termes, la révolution numérique qui a commencé vers les années 1970, cette révolution numérique ne fait qu'augmenter, ne fait que connecter les gens. Mais aussi, n'oubliez pas le contexte actuel du monde, qui est caractérisé notamment par la recherche de la paix pour certaines populations. Les gens se déplacent à la recherche de la paix, les gens se déplacent notamment à cause de la transition énergétique, parce qu'il faut retrouver les matières premières qui doivent, n'est-ce pas, être utilisées. Donc, tout ce mouvement des hommes couplé à une population qui augmente ne font que renforcer la compétition entre les humains. Et donc, face à ça, madame, si vous êtes sur cette terre, vous ne pouvez plus être spectateur. Vous devez être acteur. Comme je l'ai toujours dit, quand vous devez participer à l'action, vous ne devez plus être un spectateur en disant « j'attends voir qu'est-ce qui va se passer sur la terre, j'attends voir ce que la RDC va devenir ». Non, vous devenez un acteur. Et à ce titre-là, vous devez compter d'abord sur vous-même, notamment sur votre capital. Vous devez vous gérer autrement, vous considérer comme une entreprise, ça veut dire une entité qui définit une vision, qui définit un plan, qui a des valeurs, une entité qui se fait confiance et qui veut atteindre des objectifs de vie, n'est-ce pas? Et ça, c'est très important. Et je crois que le monde est en train de nous montrer que si chaque personne ne prend pas conscience d'abord du fait qu'elle est singulière, je crois qu'il y aura beaucoup qui vont échouer leur décollage. Et donc, c'est très important de comprendre qu'on est seul,
qu'on est singulier et qu'on peut réussir pas mal de choses si on se considère comme tel. Voilà. Quel est l'objectif principal de votre vision par rapport à ce livre? Alors, l'objectif est simple, c'est d'abord enseigner. Comprenez, donc si ce que nous sommes devenus aujourd'hui, ce que nous avons appris, ça a été la constellation de connaissances. Comprenez, nous avons tous été à l'école, l'éducation que nous avons reçue dès le bas âge, et donc en écrivant ce livre, l'objectif général, c'est d'interpeller chacun à comprendre comment est-ce que la vie est une ressource primordiale, comment est-ce que votre vie est un capital précieux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, évidemment, vous verrez que c'est un livre qui aborde des sujets assez pragmatiques où je propose aussi des solutions, je propose des initiatives de par mon expérience, parce que ce que je n'aime pas en écrivant mes livres, c'est faire de la science-fiction. J'aime dire des choses telles qu'elles sont, donc je fais partie de ma propre expérience en montrant comment est-ce que je suis passé d'un niveau très bas à être ce que je suis devenu aujourd'hui, et je crois que j'ai des conseils à donner notamment aux générations futures et surtout à ces jeunes qui vont notamment constituer plus de la moitié de cette population en RDC. Docteur Michel, en parlant de l'homme qui est d'abord en soi une entreprise, et dans une entreprise, il y a toujours un objectif primordial qui est le développement. Est-ce que peut-on savoir le facteur principal du développement? Non, le facteur principal du développement est défini par l'homme lui-même. Donc ça veut dire si vous avez une entreprise, je peux vous dire que le premier élément, c'est d'abord une vision pour vous. Madame, si vous ne pouvez pas me dire ce que vous allez devenir dans 5 ans, dans 10 ans, ça veut dire que vous ne savez pas où vous allez. Pour moi, autant quand on a une entreprise, on se fixe une vision, dans 10 ans c'est qu'on sera, dans 5 ans c'est qu'on sera, dans 20 ans c'est qu'on sera, je dis encore une fois de plus, chaque personne doit être capable de dire ce qu'elle va être dans 10, 20, 30 ans. Parce que c'est la vision qui amène vers le moyen, et non l'inverse. Ça, c'est d'abord un élément important. Le deuxième, cette définition de sa vision, c'est ça même la motivation qui pousse la personne à se dire, écoutez, moi, dans 5 ans, je vais être médecin. Moi, dans 10 ans, je vais être professeur d'université. Comment je travaille? Comment j'économise? Quelle relation j'ai avec qui pour arriver à cette vision-là? C'est ça même le plus innovant. Ça veut dire, c'est ça même qui va motiver. Si vous ne pouvez pas définir ça a priori, même si on vous donnait $100 000, même si on vous donnait $20 000, vous n'allez rien faire avec, parce que justement, vous allez vous constituer, vous allez vous occuper à faire tout ce qui est éphémère, tout ce qui est court terme, et ce qui n'est pas important. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de se dire, une fois qu'on a défini sa vision, qu'on se dit, ok, voilà là où moi je voudrais aller, voilà là où je voudrais arriver, il y a une façon de vivre qui va s'imposer, une façon d'être, des types de relations qu'il faut avoir, des types de relations qu'il ne faut pas avoir. Vous savez, nous avons des adages qui sont connus, je vais vous en citer plusieurs. Il y a par exemple quand on dit qui se ressemble s'assemble. Vous savez pourquoi on dit ça? Parce qu'on sait que si quelqu'un a un profil, il faut retrouver ce profil dans son entourage. Les gens qui côtoient. On dit toujours, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. C'est pas pour rien. En fait, la caractéristique de ce que vous allez devenir est fortement ponctuée par le type de relation que vous avez. Donc, si demain je voudrais me fixer un objectif de développement personnel en me disant, moi je vais devenir X, ça va conditionner le type de relation que j'ai, la manière dont je gère mes ressources, et surtout, ça va beaucoup conditionner la manière dont je suis en train de voir mon écosystème. En parlant de relations conditionnées que nous devons avoir dans la vie, là, vous envisagez de parler sur les relations de qualité. Pour vous, qu'attendez-vous d'avoir une relation de qualité? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui a beaucoup étudié? Comment vous expliquez ça? Alors, vous définissez, je vais vous donner un exemple, madame. Si vous avez une entreprise, vous fixez un objectif pour votre entreprise, ok? Il faut vous mettre vraiment dans cet écosystème. C'est en fonction des objectifs, de la vision que vous êtes fixé, que vous recrutez votre personnel. On est d'accord là-dessus? Je prends une entreprise, je voudrais beaucoup développer le côté commercial. Ma vision, c'est de faire de cette entreprise une grande entreprise commerciale. Je mettrai un accent sur le marketing, je mettrai un accent sur les agents commerciaux. Ça, c'est très important. Vous me fixez le type de relation, que ce soit en qualité ou en quantité, qu'en fonction de la vision que vous êtes assignée. Si moi, je me dis, je vais devenir un grand footballeur, c'est ça qui va conditionner les types de relations que j'aurai. J'aurai justement des relations avec des gens qui vont me stimuler
aller dans cette vision de footballeur, ou je veux aussi être un ami des anciens footballeurs, des gens qui connaissent la chose. Ce que je donne dans mon livre comme conseil, c'est que une fois que vous définissez ce que vous allez être dans la vie, vous devez être journaliste. Croyez-moi, si vous êtes journaliste aujourd'hui, si je vous pose la question, vous allez me dire sans doute que vous avez côtoyé dans le passé des journalistes ou vous avez eu le temps d'observer certains journalistes qui vous ont inspiré. C'est comme ça que cela se fonde. Si vous regardez l'histoire du monde, ça n'a été que ça. Et donc, la qualité de relation que vous avez est conditionnée par les types de personnes qui vont vous aider à accomplir votre vision. C'est vous qui définissez cela. C'est pas moi. C'est pas moi qui vais vous dire, madame, je voudrais que vous soyez ministre demain, je veux que vous soyez, je sais pas, chef d'entreprise. C'est vous qui allez me dire, moi, mon entreprise, écoutez, c'est de devenir un jour ministre. Et à ce titre-là, qui je recrute dans ma vie? Avec qui je compose? Pour quel objectif ces gens sont dans ma vie? Et donc, c'est encore une fois de plus une définition qui est totalement intrinsèque. D'accord? Et donc là, j'aimerais être très clair qu'au fait, aujourd'hui, le standard que vous fixez dans votre vie en termes de type d'amis que vous voulez avoir, mais ce standard est dicté par votre vision, parce que vous voulez devenir. En parlant des standards, vous insinuez quoi? Soyez un peu clair. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde des opportunistes, un monde de profit, il n'y a rien pour rien. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un qui a de grandes visions peut se faire ami de quelqu'un qui n'a pas étudié, de quelqu'un qui n'a rien comme sous? Non, je ne veux pas ici ou c'est question seulement de l'expérience ou de la sagesse? Voilà. Alors, ici, il ne faut surtout pas commettre cette erreur de définir l'homme sur la base de matériel. Et je le dis d'ailleurs, quand vous lisez mon livre, je parle de recrutement d'entonnoir. Ne croyez pas que si quelqu'un aujourd'hui n'a pas d'argent, il restera sans argent toute sa vie. Non, c'est faux. Il y a des gens qui n'avaient pas d'argent aujourd'hui, il y a des gens qui ont commencé avec 30 $ par mois de salaire, qui sont devenus des riches dans leur vie. Donc, je ne voudrais surtout pas vous conseiller d'aller dans le sens de dire les bons amis sont les amis qui ont de l'argent. Non. Pour moi, a priori, toute personne est un capital, tel que je vous vois, peu importe votre rang social, peu importe votre statut, vous êtes avant tout un capital. Maintenant, lorsque je m'engage avec une personne comme vous, je me dis, écoutez, moi j'ai maintenant trouvé un ami qui s'appelle Minoucha, j'ai un ami qui s'appelle Yves, ainsi de suite. Je définis avec cet ami ce que je veux être. Voilà, moi je voudrais devenir médecin, d'accord? Et je vois la manière dont la personne est en train de participer à mon action, n'est-ce pas? La manière dont je suis aussi en train de participer à son action. Et c'est ça qui détermine où nous allons. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui a une aspiration. Ça peut être quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas du travail, mais qui aspire à travailler, qui comprend que le travail est important, qu'il faut le chercher. Vous savez, pour les chrétiens, Paul disait à certains chrétiens qu'il faut fuir les mauvaises compagnies. Vous êtes chrétien? Je suis chrétien, et il disait fuir les mauvaises compagnies. Vous savez pourquoi il disait de fuir les mauvaises compagnies? Parce que justement, quand vous définissez une conduite à tenir, et que vous ne faites pas attention du type de personnes que vous avez, ou des gens qui ne défendent pas les mêmes valeurs que vous, mais ces gens risquent de vous retarder. Ces gens risquent de vous ramener, n'est-ce pas? Et donc, c'est très important de comprendre cela. Donc, encore une fois de plus, les relations dans la vie ne sont pas fonction des moyens de ce que l'autre a. Les relations sont fonction des valeurs que la personne apporte. Les relations sont fonction de la manière dont une personne participe à la vision de l'autre. Participer à votre vision n'est pas forcément question de vous apporter de l'argent, mais ça peut être question de vous donner une idée, mais aussi de vous encourager en disant, mais écoute madame, ce que tu veux faire, c'est une très bonne chose, je t'encourage à aller étudier, je t'encourage à contacter telle personne, je t'encourage à suivre ça. C'est cet ensemble-là qui construit, n'est-ce pas, une personne. Docteur Michel, vous savez, il y a ceux-là qui ont grandi dans l'opulence. Il a trouvé l'avion, il a trouvé les véhicules, ses parents sont bourrés d'argent, donc il n'a manqué de rien. Mais se pose un problème de conscience. Il y a aussi certaines personnes aussi, il est orphelin de père et de mère, mais il mène sa vie, comme on dit, vaille que. Alors comment les aider à prendre conscience? Alors, vous avez deux cas de figure. Je vais vous donner 3 points là-dessus. D'abord, le premier point que vous considérez, madame, que toute personne est unique. Toute personne est unique. Vous n'avez pas de personnes qui ont la même vie, la même façon de voir, même les vrais jumeaux sont différents. Vous devez le savoir. Maintenant, la richesse que vous trouvez, la pauvreté que vous trouvez, c'est un environnement. D'accord? C'est un environnement. Ce n'est qu'un environnement.
qui peut justement se dégrader pour celui qui a beaucoup. Vous avez vu des gens qui ont hérité des biens, une année, 2 ans après, il n'y a plus rien. Mais aussi, vous avez des personnes qui sont parties de rien. J'ai donné l'exemple d'un ami avec qui j'ai grandi, qui s'est fait sentinelle, et grâce à ce qu'on lui donnait comme salaire du travail de sentinelle, il a payé ses études, il a fini et il est avocat. C'est parmi les éminents avocats que je connais, jusqu'à ce qu'il ait réussi. Mais le conseil qu'il faut donner aux gens, c'est quoi? C'est de considérer d'abord que le matériel vient de l'homme. Le premier homme qui a été créé par Dieu, quand il est arrivé sur la terre, il a créé la richesse. Il n'a pas trouvé une voiture, il n'a pas trouvé un vélo, il n'a pas trouvé l'avion. Tout ce que vous avez aujourd'hui, vous et moi, la caméra, le micro, tout ce que nous avons, le papier, les habits que nous avons, ça a été créé par une personne, un homme. Vous comprenez? Ça veut dire, peu importe où vous êtes capable de créer. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai insisté en disant que le potentiel est dans l'homme. Le potentiel n'est pas en dehors de l'homme. C'est qui explique aujourd'hui que vous avez des pays qui n'ont rien en termes d'environnement, mais qui arrivent à aller plus loin, alors que d'autres qui ont tout, mais qui sont encore en train de croupir dans la pauvreté. C'est important de le savoir. Et donc, pour celui qui trouve tout, le seul conseil qu'il faut lui donner, c'est de lui dire d'abord que ce que tu as trouvé, les avions que tu as trouvés, les véhicules que tu as trouvés, ça a été l'effort de l'homme comme toi. Et donc, tu peux faire beaucoup. C'est pas? C'est très important. Et ça, c'est un message à tous ces gens qui se prétendent être des héritiers. Je vais hériter le terrain de mon père. Je vais hériter la voiture de mon père. Mais n'oublie pas que ton père était comme toi. Qu'il a été humain comme toi. Que toi, tu peux faire plus que ça. Ça, c'est un. 2, la personne qui arrive et qui n'a rien, qui est orphelin, comme tu viens de dire, c'est de lui dire, attention, le fait que tu sois orphelin ne peut pas t'empêcher d'aller loin, ne peut pas t'empêcher de réussir. Je dis toujours que l'homme est un capital. Ça veut dire, tel que vous êtes, madame, vous êtes capable de créer les ressources dont il vous faut pour pouvoir vous développer. Vous le voyez d'ailleurs. Moi, je connais des gens qui tressent des cheveux, qui paient leurs études. Je connais des gens qui lavent des voitures, qui paient leurs études. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, ces personnes finissent, ce sont des ministres. Et d'ailleurs, regardez la plupart des gens qui ont réussi la vie, 3/4, c'est des gens qui vous diront, nous avons commencé dans des conditions les plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont défini une façon de faire et ils ont visé loin. N'est-ce pas? En ne croyant pas que non, ceux qui ont des voitures dehors sont ceux-là qui sont arrivés. Ceux qui ont des voitures aujourd'hui que vous voyez, ceux qui ont des grandes maisons, lisez leur histoire, vous verrez que c'est des gens qui ont commencé trop bas, mais qui ont eu une vision, une aspiration et qui ont travaillé fortement pour y arriver. Et je crois que ça, c'est le message qu'il faut donner à tout homme, à toute personne, en se disant, il n'y a rien qui est facile, mais que le potentiel à changer tout écosystème que vous trouvez, ce potentiel, vous l'avez en vous. Dans une entreprise qui aspire au développement, il y a toujours eu la gestion du temps. Et comment est-ce que l'homme peut arriver à gérer son temps? Alors, j'en parle dans le livre. Premièrement, avant que vous n'arriviez à gérer votre temps, juste comprendre un peu tout ça. Que le temps, c'est de l'argent. Exactement. Premièrement, il faut comprendre d'abord que le temps, quand il passe très vite. Okay? Le temps, on ne rattrape pas, madame. Donc, d'ailleurs, j'ai commencé de plus en plus à dire aux gens, évitez le terme du genre rattraper le temps. Okay? Dans le point que j'ai développé tout à l'heure, je vous ai parlé de ces 3 dimensions. Hein. Donc, la dimension de l'homme qui doit se considérer comme étant le potentiel. J'ai très vite ébauché, si vous m'aviez bien suivi, de l'homme capable de transformer son milieu et l'homme qui ne doit pas se voir comme un héritier. Voilà, j'ai trouvé ce qu'on a fait pour moi. Dans les 3 dimensions, j'en ai parlé. Mais maintenant, là, par rapport au temps, madame, je crois qu'il y a encore 4 dimensions à retenir. La première dimension, c'est déjà savoir que le temps passe et le temps passe très vite. Et le temps n'est pas rattrapé. Il faut éviter déjà le terme « je rattraperai le temps ». Le temps, on ne peut pas le rattraper. La journée d'aujourd'hui, elle est passée, elle ne se répétera plus jamais dans l'histoire. N'est-ce pas? Donc vous ne verrez jamais plus un jour comme celui-ci où vous allez voir le docteur Michel habillé comme ça, venir à la télévision, où vous allez retrouver les mêmes phénomènes se passer. Ça n'existe pas. Et donc, à ce titre-là, le deuxième élément, c'est qu'il faut se rendre compte que ce temps-là, c'est une ressource à ne pas rater. D'accord? Le temps passe. Vous savez, les Anglais disent « time is money », n'est-ce pas? Le temps, c'est de l'argent. Vous savez, on aime bien répéter ce terme en disant « le temps, c'est de l'argent », mais qu'est-ce que ça veut dire, madame? Ça veut dire aussi que Dieu a créé tout le monde riche. Parce que Dieu a donné à chaque personne 24 heures. Les Chinois ont 24 heures par jour, madame. Les Congolais ont 24 heures par jour. Les Anglais ont 24 heures par jour. Les Américains ont 24 heures par jour. Vous, madame, vous avez 24 heures par jour. Moi, j'ai 24 heures par jour. Mais qu'est-ce qui explique qu'on est différent?
c'est ce que vous faites de vos 24 heures. N'est-ce pas? C'est très important à comprendre. Donc, le temps, c'est une ressource. D'autant plus que non seulement qu'il passe, mais il est donné par Dieu à un quota égal pour tout le monde. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui dira, mais écoutez, moi j'ai eu 22 heures par jour, c'est comme ça que je suis ce que je suis. Il y en a qui ont eu 24 heures ou il y a d'autres qui ont 26 heures. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est la deuxième dimension. La troisième dimension, madame, c'est quand vous comprenez que le temps passe, que le temps c'est de l'argent, mais qu'au-delà de ça, vous avez aussi des situations où le temps vous transforme parce que le corps humain, par définition, c'est un matériel qui s'use. Vous allez voir qu'avec l'âge, la peau s'abîme. Avec l'âge, vous avez une colonne vertébrale qui se plie. Avec l'âge, vous avez une calvitie comme la mienne qui commence à apparaître, même si je me dis je me raserai. Mais en fait, le temps ne vous laisse pas intact. Le temps vous amène vers la fin où à un moment donné, vous allez vous dire, il y a des choses que je pouvais faire, je ne peux plus le faire. Je pouvais me tenir debout durant 8 heures, je ne peux plus me tenir debout durant 8 heures parce que j'ai pris de l'âge, mais j'ai perdu mon éclat de beauté, ainsi de suite. Ce temps-là arrive très vite. Et si ça arrive, ça veut dire en d'autres termes que vous avez perdu un capital, vous avez perdu un certain nombre d'éléments que vous aviez avant. Et donc, il ne faut pas le perdre comme ça. Et enfin, je crois que une des façons justement aussi de gérer correctement le temps et de ne jamais oublier cela, c'est de toujours se rendre utile. De toujours comprendre que je dois me rendre utile à chaque occasion qui m'est donnée. Parce que l'occasion que vous avez aujourd'hui, vous ne l'aurez pas forcément demain. Vous ne savez pas, madame, quand est-ce que vous mourrez. Ce qu'on sait, c'est que tout le monde va mourir, tout le monde passera. Et donc, quand vous avez l'occasion de respirer, donc soyez très efficient avec la gestion de votre temps. Par rapport à la gestion de temps, alors ceux qui sont dans des parties comme à l'est du pays, à tout moment ils sont en déplacement, ils doivent gérer leur temps. Alors, comment ils doivent gérer leur temps? Ils doivent gérer leur temps en sauvant leur vie, ça c'est clair. Okay? Dans une situation de précarité, de guerre, le temps se gère d'abord en préservant sa vie. Il n'y a pas autre que ça. Okay? Si aujourd'hui on commence à tirer à Kinshasa ou on commence à faire la guerre à Kinshasa, le temps vous sera propice pour sauver votre vie parce que c'est l'unique capital que vous avez. Sans vie, vous ne pouvez rien faire. Et donc, pour toutes ces personnes justement qui sont dans ces conditions-là, je crois que tout ce que nous devons faire par rapport à leur temps, c'est les aider premièrement d'abord à sauver leur vie. Parce que vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas une vie. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a rien que vous pouvez entreprendre, il n'y a rien que vous pouvez faire si vous n'avez pas de vie. C'est pourquoi d'ailleurs, nous tous, nous devons travailler collectivement pour qu'il y ait la paix, n'est-ce pas? Pas seulement à l'Est, mais partout. Et cette paix n'est pas seulement une question d'absence de guerre. Il est certes qu'ils vont peut-être sauver leur vie, mais sur le plan du développement, ils vont peut-être mais ça, c'est la première des choses. C'est ça le problème. C'est la première des choses. C'est là où le bas blesse. Non, c'est pas où le bas blesse. La première des choses, madame, c'est être en vie. Vous êtes d'accord avec moi que si on fait tout pour vous et que vous êtes dans le cimetière, ça ne sert à rien. On est d'accord? C'est ça le premier niveau. Être en vie. Arrêtez de tuer, arrêtez de massacrer. Tous les efforts que les gens font pour le moment, c'est de dire arrêtons d'arrêter la vie des autres parce que ces vies sont des capitaux. N'est-ce pas? Maintenant, il faut développer la vie. Ça, c'est un autre plan. Vous avez une vie préservée, vous n'avez plus des gens qui meurent. Maintenant, il faudra mettre en place des mécanismes pour pouvoir développer ces vies. Et donc, le développement de la vie, de manière globale, comme je venais de mentionner cela dans mon livre, n'est pas que l'affaire des gouvernants. Parce que c'est ce qu'on croit. Que, voilà, aujourd'hui, la ville est sale, c'est le gouvernant. Ben, écoutez, moi, je n'ai pas d'eau, c'est le gouvernant. D'accord. Mais vous avez un rôle à jouer par rapport à vous-même. D'accord? Et c'est très important. La question même de la paix dans une région, la question de la cohabitation, la question de la cohésion sociale, c'est une question qui concerne chaque personne. C'est que vous comprenez la nécessité de vivre en paix, je comprends la nécessité de vivre en paix, et l'ensemble va vivre en paix. Ce n'est pas une question où il y a quelqu'un qui va être là à vous dire pourquoi est-ce que vous ne devez pas vivre en paix. C'est très important de prendre la question de développement de la vie d'abord comme une question personnelle. Je développe ma vie. Je fais de ma vie une faveur. Je fais de ma vie une perle. Je fais de ma vie une entreprise, un capital. Et si chacun prend conscience que vivre la vie la plus noble, c'est très important, eh bien l'ensemble va justement retrouver cette paix que nous voulons. Et donc c'est très important de lier cela à la gestion du temps. La gestion du temps, le développement de la vie humaine dépend aussi d'une carte postale, non? Vous voulez dire quoi par là? La carte postale, non. Je veux d'abord que vous puissiez comprendre ce que j'ai dit dans le livre. Je n'ai pas dit que ça dépend d'une carte postale. J'ai dit ceci, chaque personne
personne doit avoir sa définition, ce que j'appelle la carte postale. Ouais. En fait, c'est clair. C'est que je venais de vous introduire en disant chaque personne est unique. Vous êtes singulier, madame. Tel que vous êtes là, il n'y a personne comme vous. Le jour où vous n'êtes pas là, on ne peut pas vous remplacer, on peut vous succéder. Et donc, à ce titre-là, vous devez vous valoriser et vous considérer. Et donc, il faut avoir une carte postale. Il faut avoir une définition de vous-même. Des choses que vous ne pouvez pas faire, des choses que vous devez faire. N'est-ce pas? Si aujourd'hui vous dites, docteur, moi, tel que je suis, je ne peux pas boire l'alcool, je ne peux pas aller dans une boîte de nuit, je ne peux pas injurier, voilà, je ne peux jamais me laisser dans la prostitution. En fait, c'est ça votre identité. C'est ce que j'appelle un peu les parties non variables de vous. Et donc, j'insiste sur ça en disant, un homme, c'est une partie variable et une partie invariable. C'est que vous devez définir des valeurs, vous devez définir des traits, des comportements qui fondent votre identité. Mais qui dans vous une définissent. carte postale, il y a quand même des facettes, non? Exact. Et donc, j'ai parlé de deux facettes. Oui. Je vous ai parlé de la facette variable et je vous ai parlé de la facette non variable. La facette non variable, c'est des principes de vie que vous avez. Vous savez, madame, beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie, c'est des gens qui sont restés sur des principes de faire des choses, qui ont refusé certains antivaleurs. Peu importe ce que vous allez lui donner, il vous dira, moi je ne peux pas accepter la corruption, moi je ne peux pas accepter l'injure, je ne peux pas accepter d'aller dans l'occultisme, je ne peux pas accepter. Ces valeurs sont tirées dans nos religions, dans notre éducation, ainsi de suite. Et c'est très important de les garder. Ces choses vont vous aider à rester ligneux, à rester sur le bon chemin quand vous avez devant vous l'adversité. Ça, c'est une première face. Parce que vous parlez de la face. L'autre face, c'est la face variable. Ça veut dire des projets de vie que vous pouvez améliorer, des projets de vie que vous pouvez imiter des autres, en vous disant, ok, moi j'avais toujours aimé d'être journaliste, mais à un moment donné, j'ai croisé quelqu'un qui m'a inspiré à devenir député, ainsi de suite, mais il y a aussi cette partie qui varie. Mais là où je mets un accent, c'est que l'homme doit définir des principes qui fondent ses valeurs, et chaque personne étant unique doit avoir sa facette. On peut avoir des principes qui fondent ses valeurs, on peut avoir... on peut savoir gérer les temps, mais lorsque le gouvernement ne gère pas bien, lorsque les choses ne marchent pas, comment est-ce que l'homme pourra peut-être se développer? Alors, je pose la question. Le gouvernement est constitué de qui? Des hommes. Le gouvernement, en fait, quand on parle du gouvernement, on a tendance à croire que c'est un animal ou une machine. Dans le gouvernement, il y a des hommes qui ont aussi une vie à gérer. D'accord? C'est très important, madame. Et j'aimerais ici vous rappeler ce que j'ai dit partout. Vous avez la première responsabilité, vous, de développer votre vie. Et quelle est la part du gouvernement? Exactement. La part du gouvernement, c'est la création de la facilitation. Vous verrez dans ce pays, là où les gens disent que le gouvernement ne fait rien, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir, mais dans le même pays, il y a des gens qui attendent que le gouvernement puisse faire tout. Il faut arrêter au maximum cette façon de jeter la balle toujours aux autres en disant « j'attends le gouvernement, j'attends qu'on nous donne, j'attends qu'on définisse une politique ». Si ça vient, tant mieux. Mais cela ne dit pas que vous ne pouvez pas vous effrayer un chemin, même alors que les gouvernants n'arrivent pas à satisfaire vos besoins. N'est-ce pas? Et vous voyez ça même dans les familles. Hein? Vous pouvez avoir une famille où les enfants étaient sous le même toit, manger dans la même casserole, n'est-ce pas? Dans les mêmes conditions de vie. Vous avez un enfant qui termine des études, qui va à l'université, qui devient ingénieur, mais vous avez un autre qui est dans la rue. Dans la même famille. Je pense que vous avez déjà vu ça. Vous savez pourquoi la différence? Parce qu'il y a un qui prend son destin en main, qui se dit, écoutez, les parents, s'ils peuvent faire quelque chose, tant mieux, mais j'ai la prérogative de pouvoir conduire ma vie d'une certaine façon. Mais un autre qui va dire, écoutez, moi, j'attends que mes parents fassent tout pour moi, mais celui-là va rester dans la rue. Donc, il y a une part prépondérante de la responsabilité de chacun vis-à-vis de sa vie, mais je ne dis pas que le gouvernement ne doit rien faire. Si le gouvernement fait quelque chose, tant mieux, mais vous ne pouvez pas jurer votre devenir, vous ne pouvez pas placer la totalité de votre destin sur un gouvernant. Non, pas du tout, parce que lui aussi, il ne faut pas oublier qu'il a une vie à gérer, et s'il n'arrive pas à accomplir le mandat pour lequel vous l'avez mis là-bas, mais écoutez, il faut vous prendre en charge et voir comment vous allez vous effrayer le chemin. Et vous avez des exemples dans ce monde qui sont légion. Comment peut-on investir sans avoir les connaissances générales? Alors, on ne peut pas, la question d'investissement en soi, vous parlez des investissements humains. Effectivement. Non, la connaissance générale, les connaissances générales sont, n'est-ce pas, une partie du capital humain. Lorsque vous voulez vous développer en tant que personne, la dimension des connaissances générales, ce sont les savoirs. Vous devez les avoir. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, madame, que pour forger une idée, vous avez besoin de savoir. Le savoir est sacré. Et donc,
connaître ce qui se passe, avoir une idée globalisante de comment le monde est en train d'évoluer. Énumérez quelques-unes. Ouais, je vous donne un exemple. Si vous ne connaissez pas comment fonctionne un ventilateur à la maison, mais comment est-ce que vous pouvez un jour le réparer s'il est en panne? C'est possible. Je vois, vous arrivez à la maison. Si vous ne connaissez pas comment vos câbles sont connectés à la maison, vous n'arriverez jamais à remettre un courant qui est parti sur une autre phase. Ça, c'est un exemple. Donc, juste pour vous dire encore une fois de plus qu'on a autant d'exemples qui nous montrent que les connaissances générales sont comme des briques sur un chantier. Et à ce titre-là, être un homme cultivé, c'est ça même. C'est être capable d'aborder plusieurs sujets, de s'intéresser à plusieurs domaines, peu importe le domaine de prédilection où on se trouve. Je suis journaliste, mais je sais me soigner et je sais me dire parfois que ce que j'ai, c'est la malaria. Il y arrive, hein, vous rêvez comme ça, vous avez un problème, vous dites probablement ce que j'ai, c'est d'être la malaria. Et quand vous allez à l'hôpital, c'est la malaria. Mais pour autant, on n'est pas médecin, n'est-ce pas? Mais encore une fois de plus, les connaissances générales, c'est une dimension très importante du capital humain. Alors, ceux-là qui ne savent pas que leur vie est une entreprise, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, il faut sensibiliser justement. J'espère que les gens liront ce livre en masse. Il faut que les gens prennent conscience de cela. Et comment faire que sa vie devienne une entreprise, soit une entreprise? Votre vie ne doit pas devenir une entreprise. Elle est une entreprise. D'accord? Il faut tout simplement la développer. Et vous verrez que quand je parle de la vie comme une entreprise, je vous donne les dimensions. Ok? Je vais vous donner 3-4 dimensions rapidement. La première dimension, c'est que vous compreniez déjà que vous devez vous faire confiance. Avoir confiance en vous-même. N'est-ce pas? C'est très important. Madame, lorsque vous avez une entreprise et qu'on vous voulez la développer, la première dimension, c'est avoir confiance en cette entreprise-là. Si vous n'avez pas confiance en votre entreprise, qu'est-ce que vous allez faire d'autre? La deuxième dimension, c'est avoir une vision. Vous-même, vous devez dire ce que vous devez être. Même Dieu vous dit, dites-moi ce que vous voulez, je vous donnerai. N'est-ce pas? Ça veut dire, faites connaître vos désirs à Dieu. Je veux devenir médecin, je veux devenir professeur. C'est une vision que vous donnez à votre entreprise. La troisième dimension, madame, c'est que vous soyez capable de gérer les ressources que vous avez. Mais considérez que tout ce que vous avez, c'est pour alimenter une vision qui vous amène quelque part, n'est-ce pas? Et l'autre dimension, c'est vous entourer correctement, recruter des gens dans votre vie qui vous permettent d'y aller. Et ça, c'est très important. Parce que si vous ne voyez pas votre vie comme une entreprise, si vous ne donnez pas certaines dimensions en termes de vision, de gestion d'un plan dans votre propre vie, ben, les autres ne vont pas le faire à votre place. D'accord? Et c'est comme ça que vous voyez qu'il y a des gens qui réussissent dans la société. Il y en a qui ne réussissent pas, qui pensent qu'il y a des gens qui ont réussi parce qu'ils ont été dans les sciences occultes. Il y a des gens qui ont réussi parce que c'est la chance. Mais toutes ces choses, en réalité, ne sont pas plus fortes que ce que vous-même, vous avez comme détermination par rapport à ce que vous voulez être. Et je pense que Dieu, en créant l'homme, Dieu a voulu que l'homme soit justement cet instrument qui va changer, transformer, régner et qui va se développer. Vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Très souvent dans nos prières, pendant le culte ou encore de prières personnelles, il y a un moment où nous disons, en fait, pendant le moment de prière, lors des intentions, il y a la prière d'autorité. Très souvent, nous chassons les esprits de freinage, les esprits de blocage. Et face au blocage, que faire? Comment s'en sortir? Alors, madame, moi, j'ai une opinion sur la manière dont les gens parfois prennent Dieu, notamment dans notre pays. Hein. Trop de blocage. Oui. Non. Je pense que vous voyez un peu aussi trop de blocage que là, il n'y a pas de blocage. Vous-même, parfois, vous avez des blocages, les hommes, dans ce pays. Je m'excuse de le dire ainsi. Vous savez pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire nous-mêmes, mais nous pensons toujours qu'il y a un mauvais sort qui a été jeté. Nous pensons toujours qu'il y a un esprit mauvais qui nous pourchasse. Alors que nous sommes parfois nous-mêmes à la base de ce qui nous arrive. C'est comme ça, d'ailleurs, dans mon livre, j'appelle les gens à toujours faire de l'audit interne quand vous avez une situation qui vous arrive. J'ai perdu mon travail. Est-ce que j'y suis pour quelque chose en tant que personne? Parfois, c'est ton comportement. Tu es tombé dans la faillite. Est-ce que j'ai correctement géré mon argent? Parfois, tu te rends compte que c'est ton comportement. C'est très important, d'ailleurs, de le savoir. Et j'insiste beaucoup sur ça. Quand vous êtes dans une situation où vous ne voyez que les démons, vous pensez que ce qui m'arrive, c'est l'autre, c'est l'esprit mauvais, vous n'allez jamais vous remettre en question vis-à-vis de votre propre comportement. Et c'est ce que vous voyez dans la vie aujourd'hui dans notre pays. Les gens sont là, à longueur de journée, à rechercher le mal chez autrui, à chercher le sorcier derrière la maison, alors que quand vous voyez la manière dont ils vivent, vous vous rendez compte qu'ils ne se rendent même pas compte que eux-mêmes sont nocifs
à eux-mêmes. Permettez-moi le terme. D'accord? Mais c'est déjà important. Toujours assumer ce qui arrive et de se dire à quel niveau, moi personnellement, j'ai été coupable. À quel niveau mon comportement a favorisé ma faillite. À quel niveau ma façon de vivre ne m'a pas permis de se développer. Ça, c'est très important. Je crois que les chrétiens d'aujourd'hui ont besoin de ça. Ils ont besoin qu'on leur apprenne l'introspection, l'analyse de sa propre conduite et de ne pas s'enfermer pendant 40 jours, 10 jours en train de chasser un diable alors que ce qui vous arrive, la maladie que vous avez, la perte d'argent que vous avez, le fait que vous n'avancez pas, c'est lié à votre comportement. D'accord? Deuxièmement, il existe des blocages dans la vie qui peuvent arriver, n'est-ce pas? Vous pouvez être buté à des situations du genre, par exemple, vous êtes chassé de votre maison, que par exemple, de manière injuste, on vous chasse du travail, que par exemple, vous faites un accident, vous perdez un membre. Ce que j'ai conseillé aux gens, c'est toujours utiliser les blocages comme des opportunités d'innovation. Et je ne cesse de le dire, les blocages dans la vie doivent nous inspirer à nous développer. Si vous regardez la plupart des innovations que l'humanité a connues, ça a été des innovations au décours des blocages. Les gens se sont bloqués à un moment donné, ils se sont dit, comment faire autrement pour contourner ce blocage? Et donc pour moi, à un niveau donné, les blocages doivent être considérés comme des opportunités d'innovation. Mais attention, ne soyez pas dans une position de toujours accuser les autres, de toujours rechercher le petit démon quand vous êtes bloqué. Commencez d'abord par vous faire votre propre introspection, votre propre analyse. Et je peux vous dire, madame, dans 3/4 des situations, vous allez vous rendre compte que si vous, déjà, vous arrivez à corriger votre façon de gérer votre vie, vous pouvez résoudre pas mal de blocages. Et comment contourner le blocage? Le blocage, en fait, ça dépend du type de blocage. Si vous avez un blocage qui vous arrive dans la vie, il faut d'abord étudier la nature de ce blocage et quelle en est l'origine. D'accord? C'est comme ça que je vous ai dit, contourner un blocage ne veut pas dire, ok, je vais tout de suite prendre le blocage comme un obstacle. Vous devez d'abord comprendre pourquoi moi j'arrive à être bloqué. Pourquoi je n'arrive pas à garder le travail. Ah mais c'est parce que on m'a chassé à cause de mon retard. Mais la façon de contourner ce blocage devient simple. Si vous faites une analyse profonde de la cause du blocage, ça vous permet de détecter la faille. Parfois, la correction, madame, ce n'est qu'un changement de comportement qui s'impose à vous. Le blocage, parfois, nous oblige à changer de comportement. C'est un message qui vous vient, qui vous dit, madame, vous ne pouvez pas continuer à vivre de la sorte. Vous ne pouvez pas continuer à dépenser votre argent de la sorte. Vous ne pouvez pas continuer avec telle compagnie. Vous ne pouvez pas continuer à dire ce que vous êtes en train de dire. Et donc, en faisant cette analyse, vous changez de comportement. D'accord? En changeant le comportement, vous pouvez justement contourner le blocage. Ça, c'est une première dimension. Une deuxième dimension, c'est de toujours aussi comprendre que parfois, il y a des problèmes qu'on peut résoudre ensemble. N'est-ce pas? Nous sommes dans une société, nous avons un blocage. L'intelligence collective, la solidarité, c'est une grande dimension qui peut vous aider à résoudre certains blocages. D'accord? Mais de tout ce que je vais vous dire, madame, ce que je voudrais insister sur, l'élément sur lequel, excusez-moi, je voudrais insister, c'est de toujours faire une analyse profonde de la nature de votre blocage, de comprendre quelle est la cause de ce blocage et surtout de vous poser 10 fois la question: est-ce que moi, j'en suis pour quelque chose? Et je vous dis la vérité, que si déjà vous arrivez vous-même à vous faire une analyse interne par rapport au blocage que vous voyez devant vous, vous allez voir que la solution pourrait être facile. Mais si vous êtes dans une situation où vous devez voir le blocage comme le démon, comme le mauvais sort, comme l'arrière-grand-père qui est en train de revenir, comme le voisin jaloux, je vous dis, vous allez rester dans cette situation à faire des veilles de prière, à chasser un démon qui n'existe pas. Et je crois que ça, c'est très important. En parlant de ma vie, par rapport à ce livre, vous vous limitez apparemment, vous vous limitez seulement à la théorie. Est-ce que avez-vous pensé aussi aux pratiques? Alors, je voudrais d'abord vous sur le dire plan que pratique. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle théorie dans ce livre, mais si vous lisez ce livre, vous allez vous rendre compte que j'ai illustré toute théorie par des exemples, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la science-fiction. C'est vraiment des exemples vécus. Personnellement, j'ai montré, chaque fois que j'ai donné une théorie, j'expliquais en donnant un exemple, n'est-ce pas?
comment est-ce que c'est possible de faire ça, comment est-ce que c'est impossible de faire ça, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est très important. Mais deuxièmement, vous verrez que j'ai proposé un algorithme vers la fin du livre qui s'appelle le SAVE, le score de vie de vie, où je vous pose une série de questions qui vous permettent de vous situer en termes de est-ce que je gère ma vie comme un capital? Est-ce que je gère ma vie comme une entreprise? Est-ce que j'utilise la prescription que j'ai proposée, la blocamycine, la combamycine, la poursuiviline? Est-ce que je suis quelqu'un qui vit dans une curiosité de découvrir de nouvelles choses? Et vous verrez que ça vous permet de façonner un algorithme sur une base qui va vous permettre d'aller de l'avant, de dire ah, moi je me rends compte que je ne fais pas par exemple beaucoup de formations pour enrichir mes connaissances. Je n'actualise pas mes connaissances de base et donc je devrais être quelqu'un qui s'informe un peu plus, ainsi de suite. Mais retenez madame que les expériences qui sont partagées, et d'ailleurs ce qui a permis à ce que nous puissions rédiger ce livre, ça a été justement l'expression de notre propre expérience, de comment nous on a vécu la vie, de comment est-ce qu'on a affronté certains défis de la vie et comment nous les avons solutionnés. Et donc en partageant, nous croisons aussi d'autres expériences parce que mon expérience n'est pas forcément la vôtre, mais nous pouvons apprendre mutuellement l'un de l'autre. Alors, quand est-ce que quelqu'un peut arriver à faire le score de sa vie? À tout moment, madame. Ça veut dire tel que vous êtes là, vous êtes à un point T. Ce n'est pas chaque année, à la fin de l'année? Alors, l'année commence quand vous faites, une année après, vous pouvez le refaire. D'accord? Ça veut dire, si vous dites aujourd'hui, nous sommes le 28 février, vous faites votre premier audit, ça veut dire vous faites votre première analyse, vous vous situez. Une année après, vous pouvez refaire, n'est-ce pas? Pour voir est-ce que entre le 28 février 2023 et le 28 février 2024, est-ce que j'ai fait des progrès sur les différentes dimensions du développement humain? D'accord? Sur les différentes dimensions de la gestion de sa vie comme une entreprise. Et en fonction de cela, vous allez commencer à travailler pour faire des investissements en vous. Alors, l'avantage, n'est-ce pas, de faire cet audit que je propose, le SAVE, c'est juste pour vous guider à être très précis sur ce que vous devez faire pour corriger ou améliorer un aspect de votre vie. Parce que quand on dit à quelqu'un le développement, ça peut être vague si on ne le mesure pas. C'est comme ça, d'ailleurs, vous verrez qu'il y a des indices, même quand on parle du développement des pays, il y a des indices, il y a des indicateurs, n'est-ce pas, qui permettent de dire un pays est développé plus que l'autre. Et donc, mais aussi aujourd'hui, à travers ce score, je peux être capable de dire, ben, je suis un peu en avance par rapport à l'autre, parce que quand je vois le score que j'ai eu en termes de formation suivie, en tout cas, je suis au-delà de ce que madame est en train de montrer. Ça vous permet aussi de dire, cette année, j'ai pas beaucoup investi dans mes savoirs, j'ai pas, par exemple, beaucoup investi dans mon plan, je n'ai pas eu des objectifs clairs des choses que je voudrais faire, je n'ai pas géré l'argent comme il se devait par rapport à ce que je voulais faire, et donc tout ça, ce sont des outils de recadrage qui vous permettent de garder la ligne. En parlant de la gestion de l'argent, parce que moi j'aimerais un peu que nous soyons un peu plus pratiques, que nous sortions un peu de la philosophie, de la théorie. Est-ce que vous avez pensé aussi à montrer aux Congolais comment gérer l'argent? Alors, ça c'est des investissements à faire. Vous devez comprendre qu'il y a deux étapes. Comment créer une entreprise? Ah, exactement, ça reste des investissements à faire, madame. Le livre vous permet, avec l'audit, le score d'audit, à comprendre où sont les gaps. Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que ça comprend? Ça veut dire, moi, Michel Mouvoudi, j'ai évalué ma vie, je me rends compte que je n'ai jamais eu de plan d'action de vie. Je n'ai pas de plan. Je commence l'année, je ne sais pas ce que je vais faire au courant de l'année. D'accord? Première chose, je dois avoir un plan. Mon plan va consister à dire, cette année, je voudrais avoir mon entreprise parce que je voudrais avoir une autonomie financière. C'est un objectif, mais il faut déjà l'avoir, madame. Vous n'allez pas sortir de ce studio et vous allez commencer à aller chercher là en forme comment gérer l'argent. Mais qu'est-ce qui est derrière comment on gère l'argent? C'est que vous voulez peut-être créer une entité et bien gérer l'argent que vous allez avoir. Donc il y a toujours une vision avant une action. C'est peut-être important. C'est à ce moment-là maintenant que vous allez définir ce que vous voulez être, que vous allez maintenant vous poser la question de savoir qu'est-ce que je dois faire pour définir une vision. Qu'est-ce que je dois faire pour faire un plan? Quand je veux devenir journaliste, c'est ça ma vision de cette année, je voudrais être journaliste, eh bien, il faut aller étudier. Mais comment je trouve l'argent pour étudier? Mais c'est tout ça justement qui constitue l'arsenal des solutions que vous devez rechercher. Et c'est ça qui constitue même l'objet de rencontres, notamment avec certains facilitateurs, certains mentors pour dire, écoutez monsieur, j'ai rêvé d'être journaliste dans ma vie.
Et donc, comment vous pouvez m'aider à devenir journaliste? Ah ben, tu veux être journaliste? Ben, il faut aller à l'université. Là, on apprend le journalisme. Ah oui, je n'ai pas l'argent. Mais voilà ce que tu peux faire pour trouver l'argent. Tu peux vendre, tu peux travailler, tu peux... Et donc, c'est ça qu'il faut mettre en amont. Il ne faut pas mettre en amont le rêve. Voilà, je vais devenir un jour président de la République, je vais devenir un jour ministre. Mais qu'est-ce que tu fais pour y arriver si tu n'as pas Je cela vais dans avoir une vision, beaucoup tu n'y arrives d'enfants pas. parce que c'est un héritage. Voilà, tu vois des choses comme ça. Et donc, ces genres de choses, il faut les structurer d'abord avant d'arriver à aller de l'avant. Donc, c'est très important, madame. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous devriez regarder la caméra, adressez-vous au public votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est considérez votre vie comme votre première entreprise, considérez votre vie comme un capital et je vous exhorte à lire ce petit bouquin pour vous permettre de comprendre comment est-ce que vous êtes réellement une vraie entreprise, un vrai capital et que le potentiel Et où est trouvez en le vous. livre? Alors, le livre est vendu dans nos bookshops, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez le trouver en appelant le 0999 55, je répète, 0999 553 642. Je répète, 0999 553 642, c'est le numéro du bookshop qui pourra vous donner le livre sans problème. Et il ne coûte que 10 $, donc c'est un prix qui est abordable pour toute personne qui aime la lecture. Et découvrez des bonnes idées qui ne sont pas parfaites, parce qu'en fait, nous travaillons toujours pour la perfection, tout est perfectible, mais je pense que vous trouverez des choses qui peuvent vous guider à considérer votre vie comme une entreprise et comme un capital. Docteur Michel, vous recevoir sur notre plateau était pour nous un honneur. Merci beaucoup, madame. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous une intelligence de notre pays. Vous savez, écrire un livre n'est pas donné à tout le monde. C'est avoir la tête, le temps, l'énergie. Il a écrit un livre. J'ai eu quand même le temps de lire, mais je dois faire un effort déterminé intitulé « Ma vie ». Donc, prenez le temps. Il a passé son numéro. Contactez le numéro en question pour en procurer. En tout cas, docteur Michel, nos félicitations. Merci beaucoup, madame. Merci. Je dis merci à celui que j'appelle souvent l'homme modeste, monsieur Vikingoyi. Il m'a appelé vers 18h juste pour me dire que il serait devant l'écran pour suivre Vikingoyi. Veuillez acheter le livre Ma vie. Merci à papa Jacques Kangoudi. Merci à Light Moutonge. Merci à Enoch Mbala. Merci au directeur général André Mamboucha. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.